Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 38. Et si ton unfair advantage te rendait indispensable en équipe ? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Il n'y a pas longtemps, dans l'épisode « Pourquoi les riches deviennent encore plus riches ?», je vous parlais de l'effet Mathieu. Vous savez, ce mécanisme par lequel ceux qui ont déjà reçoivent encore plus, alors que ceux qui ont peu continuent à galérer malgré un travail équivalent. Cet effet donnait un éclairage un peu cruel, certes, sur des questions de réussite personnelle et nous amenait à penser que le talent seul ne suffisait pas pour réussir, ni d'ailleurs le mérite personnel. Et oui, la vie est injuste. Mais si la vie est injuste, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi tous des avantages injustes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept pas mal utilisé dans les milieux marketing, des startups et du business. C'est ce qu'on appelle l'avantage injuste ou unfair advantage. Traditionnellement, il a été défini et utilisé comme un moyen de surpasser ses concurrents, donc dans une vision purement compétitive. Mais et si on pouvait l'utiliser pour co-construire ou co-créer ? Autrement dit, comment faire bénéficier votre environnement professionnel ou personnel de cette particularité unique que vous détenez ? Dans cet épisode, je vous propose de préciser ce qu'est exactement cet avantage injuste, de voir comment on peut l'utiliser pour coopérer plutôt que pour écraser, et puis bien sûr d'identifier le vôtre grâce à l'introspection. Vous verrez que ce que vous trouvez facile et normal, c'est-à-dire ce qui coule de source pour vous, ne l'est absolument pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être justement ça qui peut changer la donne dans votre travail ou dans vos relations personnelles. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que le unfair advantage ? Entrons dans le vif du sujet. L'unfair advantage, c'est une notion relativement récente, surtout utilisée dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle n'a pas de définition académique stricte. Il s'agit d'un facteur ou d'un ensemble de facteurs qui confèrent à une entreprise ou un individu un avantage compétitif durable, difficile à copier ou à acquérir par la concurrence. Ça peut être un réseau unique, une expertise rare ou une marque forte ou encore une histoire personnelle qui change la donne. En une phrase, c'est ce petit plus qui vous distingue profondément. En bon français, on parle d'avantage injuste ou parfois d'avantage déloyal. Alors précisons quand même qu'il ne s'agit pas d'un simple avantage concurrentiel transitoire ou opportuniste, non. C'est un avantage structurel, unique et ancré. Quelque chose qui fait partie de vous ou de votre organisation en profondeur. C'est un atout difficile, voire impossible à reproduire par les autres. Il ne peut pas être acheté, il ne peut pas être copié et il ne peut pas s'obtenir rapidement. Il est unique et ou rare, propre à l'individu ou à l'entreprise. Alors vous me direz, mais à quoi est-il lié cet avantage injuste ? Eh bien souvent il est lié à une histoire, à une compétence, un réseau, une ressource spécifique, parfois même à une fragilité que vous avez surmontée. Je prends l'exemple d'Apple. Ils ont créé tout un écosystème fermé, difficile à reproduire et à égaler, parce qu'en plus de ça, ils ont un design très spécifique, reconnaissable entre mille. Autre exemple, l'entreprise Coca-Cola. Leur recette du Coca est restée secrète pendant toutes ces années, inimitée par les concurrents, même s'ils ont pas mal essayé. C'est devenu l'élément central de leur histoire et de la façon dont ils se racontent. Eh bien, c'est leur unfair advantage. Mais prenons maintenant un exemple individuel avec le personnage fictif d'Harry Potter. D'abord, il a un héritage unique, fils de 2 sorciers talentueux et engagés. Ensuite, il a une histoire singulière. Il est le seul survivant connu de la malédiction Avada Kedavra,
ce qui lui confère une aura et une notoriété exceptionnelle dès son arrivée dans le monde des sorciers. Avant même de poser un pied à Poudlard, il est déjà connu. La prophétie l'a désigné comme celui qui pourra vaincre Voldemort. Et puis il bénéficie d'une protection magique transmise par sa mère. Par ailleurs, il a accès à des ressources. Son héritage financier lui permet de ne pas se soucier d'argent et de se consacrer uniquement à sa quête. Son style, avec sa balafre, témoignage vivant de la prophétie, sa personnalité, son histoire, tous ces atouts forment son avantage injuste. En une phrase, l'avantage injuste, c'est ce qui vous différencie fondamentalement et structurellement des autres. Pourquoi le qualifie-t-on d'injuste ? Tout simplement parce que cet avantage, comme vous l'aurez compris, donne une longueur d'avance à l'individu ou l'entreprise qu'il possède. Et cette avance, elle est parfois tellement significative qu'elle semble hors d'atteinte pour les autres entreprises ou les autres personnes, même pour les plus travailleurs, les plus méritants ou les mieux formés. Cet avantage injuste, c'est aussi ce qui explique parfois, en partie bien sûr, la réussite fulgurante et spectaculaire de certains. En entrepreneuriat, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, savoir identifier son avantage injuste, c'est indispensable pour se construire une position durable sur le marché. Mais encore faut-il pouvoir le cultiver et le protéger. Et d'un point de vue individuel, je trouve que ce concept d'avantage injuste est intéressant pour analyser ses propres forces, ses atouts, ce qui fait qu'on est profondément singulier et unique. Bien sûr qu'il peut servir à se démarquer, à gagner la compétition et dépasser la concurrence. Mais s'il pouvait aussi devenir un levier de coopération. Comment s'en servir pour coopérer ? Pour la plupart d'entre nous, il est déjà difficile de repérer nos atouts et nos qualités. Alors repérer notre avantage injuste, c'est presque mission impossible. Par où commencer ? Et pourquoi c'est aussi compliqué ? Pourquoi c'est si difficile de repérer son avantage injuste ? On manque souvent de recul sur soi. Et pire, quand on connaît trop bien un sujet, on finit par le trouver simple. Donc on se dit, si c'est facile pour moi, ça l'est forcément pour tout le monde. Mais non. Ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est la première chose à garder en tête. Même si vous avez l'impression que pour vous c'est le b.a.-ba, il y aura toujours quelqu'un pour qui ça ne le sera pas et pour qui ça représentera quelque chose de difficile. Ensuite, il y a un effet de normalisation. Vous avez peut-être vécu des parcours d'études exigeants ou travaillé dans des conditions rudes, mais comme vous l'avez fait et que vous avez réussi à traverser tout ça, vous avez peut-être tendance à sous-estimer les ressources que vous avez dû acquérir ou mobiliser à ce moment-là. Vous considérez que ça fait maintenant partie de votre histoire ou peut-être de votre quotidien, et que puisque vous l'avez fait, tout le monde peut le faire. Non. C'est en réalité un indicateur de vos forces. Et puis, selon votre milieu social d'origine, vos réussites peuvent être perçues comme insignifiantes ou ordinaires. Par exemple, si dans votre famille tout le monde a fait Polytechnique, vous allez considérer ce parcours comme banal. A l'inverse, certains parcours peuvent être complètement dévalorisés. Je pense par exemple aux transfuges de classe. Ceux qui changent comme ça de classe sociale ont un parcours unique, et pourtant parfois dévalorisés par leur milieu d'origine, comme par celui qu'ils ont rejoint. Et puis, disons-le clairement, on vit dans une société hyper compétitive. Donc personne n'ira mettre en valeur votre avantage injuste, sauf peut-être si vous avez la chance d'être accompagné, mentoré ou dans un environnement bienveillant. Mais dans beaucoup de contextes, ce soutien manque. Au contraire, vos concurrents, si on les appelle comme ça, auront tout intérêt à vous faire croire que vous n'en avez pas d'avantage injuste. On a rarement une vision claire de nos propres ressources, parce qu'on les vit de l'intérieur, parce qu'on a appris à valoriser ce qui coûte, et parce qu'on ne reçoit pas toujours le regard ou le feedback extérieur qui les mettrait en lumière. Et pourtant, ce sont souvent ces ressources invisibles qui font toute la différence. On pourrait même dire que notre avantage injuste se cache souvent dans notre angle mort. Il est tellement intégré à notre façon d'être qu'on ne le voit même plus. Pourquoi le repérer et qu'est-ce que ça change ?
Alors peut-être que vous vous dites « Ok, mais si je suis pas entrepreneur ou dans le business, à quoi ça va me servir de trouver mon avantage injuste ?» Parce que oui, je crois que ça ne fait aucun doute que si vous avez une entreprise, vous avez vraiment intérêt à vous pencher sur ce concept. Mais en tant que personne lambda, j'allais dire, pourquoi ? À quoi ça va servir ? Eh bien là où j'aimerais vous emmener aujourd'hui, c'est sur ce chemin. Réfléchir d'une autre manière à ce qui vous rend unique. Approfondir votre connaissance de vous par le biais de cette notion. Parce que réfléchir à votre avantage injuste, c'est assumer ce qui vous rend unique et spécial. Et quand on assume sa particularité, il se passe quelque chose de puissant. On gagne en confiance, en ancrage et en liberté. On se donne la permission d'être singulier. Cela va renforcer la confiance en soi et aider à consolider l'assurance, notamment dans le lien aux autres, qu'il soit personnel ou professionnel. Et cette singularité peut devenir une source de créativité et de joie. Ça peut permettre de mettre un pied plus assuré en dehors de certaines normes sociales, d'assumer sa différence, de trouver son style, son souffle, de s'épanouir et d'innover. En fait, c'est se laisser la possibilité d'adopter de nouvelles perspectives. Accepter son avantage injuste, c'est aussi être plus en lien avec qui on est vraiment, être cohérent avec ce qu'on est, et renforcer ce que j'appellerais un sentiment d'intégrité personnelle, ce lien entre ce que je suis, ce que je fais et ce que je transmets. Et vous savez quoi ? Quand on s'accepte mieux, on vit mieux avec les autres et on devient plus résilient face aux difficultés. Et ça change tout. Parce que percevoir cette petite chose qui fait de vous un être humain singulier pourra aussi enrichir votre vie de sens. Vous allez apporter aux autres ce quelque chose d'unique qui vous porte. Et ça, c'est une sacrée source de motivation, non ? Mais ça demande aussi une chose, d'accepter qu'on ne peut pas tout faire. Reconnaître son avantage injuste, c'est finalement aussi reconnaître ses manques et faire de la place à ceux qui les complètent. Et ça ouvre la voie à la coopération. Coopérer, c'est se compléter. Mon idée en écrivant cet épisode, c'était de prendre le contre-pied du modèle compétitif. On en entend déjà beaucoup parler, surtout en entrepreneuriat. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment on peut utiliser son avantage injuste pour nourrir une dynamique de coopération. Parce que si je sais qui je suis, si je connais ce que j'apporte de plus grâce à mon avantage injuste, alors je peux m'associer à des personnes qui ont des forces complémentaires aux miennes. Et là, ça devient drôlement intéressant. Mais vous vous dites peut-être, ok, c'est le monde des bisounours ton truc. Alors non, je vais prendre quelques exemples. Bien sûr, les exemples ne valent pas fait ou vérité, ils sont seulement là pour illustrer la réflexion. Premier exemple, la coopération en institution. En tant que psy, on travaille bien évidemment avec qui on est, sa personnalité, et on pourrait dire que nous sommes notre premier outil. La formation nous permet d'acquérir une méthodologie, des théories. Un travail sur soi va permettre de prendre conscience de certains biais, du filtre que notre propre histoire peut exercer sur le monde, de nos propres obstacles, etc., etc. En institution, on est amené à travailler à plusieurs. Bien sûr, nous n'avons pas la même histoire, ni la même personnalité, ni le même vécu. Et parfois, nous n'avons pas les mêmes bases théoriques. Pourtant, on peut quand même travailler ensemble. Il y a quelque temps maintenant, j'ai travaillé dans une institution où ma collègue psychologue était formée à la théorie lacanienne. Son avantage injuste à elle, c'était cette capacité à rendre la théorie vivante, concrète et jamais dogmatique. Elle n'utilisait pas de mots compliqués ou pompeux, sa pensée était claire et elle portait cette théorie dans la relation avec une humanité remarquable. Moi, j'étais formée à la théorie systémique. Mon avantage injuste, c'est plutôt ma vision structurée et globale avec le besoin d'amener de l'humour et du jeu en thérapie. Et nous nous retrouvons là, ensemble, pour mener un entretien familial assez difficile. Un jeune qui ne parle pas, qui fugue, des parents à bout qui veulent arrêter le soin. Le genre de situation où l'on se sent tout petit en tant que thérapeute. Mais ce qui a changé la donne dans nos façons d'aborder ce moment, c'est que dès le début, nous savions exactement où nous mettions les pieds. Je savais que j'allais pouvoir m'appuyer sur ces ressources et inversement. Dit autrement, nous avons réussi à mettre en commun nos avantages injustes plutôt que de les mettre en compétition. On n'a pas cherché à savoir qui était le meilleur psy, ni qui avait la théorie la plus efficace.
À ce moment-là, moi j'y connaissais rien en théorie lacanienne, mais je me suis dit, je sais que je peux lui faire confiance, car elle maîtrise son outil. Et en plus, elle saura me l'expliquer si nécessaire. Inversement, elle savait que quand je posais des questions un peu provoques aux patients, ou que je réagissais avec humour, cela faisait partie du processus thérapeutique. Ce n'était ni de l'ironie, ni des moqueries, ça avait bien un sens et un objectif. Au total, la coopération a pu se mettre en route dans un cadre sécurisé. Cela, en fait, équivaut à une redistribution consciente des avantages injustes individuels au profit du collectif, et là, en l'occurrence, au profit de cette famille. Autre exemple, savoir s'entourer. On dit souvent que savoir s'entourer, c'est une des clés de la réussite. Il y a ces personnes qui préfèrent s'entourer de profils peu affirmés ou moins compétents sur certains points, voire carrément médiocres, parce qu'elles se sentiront menacées dans leur place ou leur savoir si elles embauchaient des personnes plus compétentes qu'elles. Et il y a ceux qui font le pari inverse. Ils font le choix d'embaucher des talents dont eux-mêmes sont dépourvus. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont dépourvus de tout talent. Non. Leur avantage injuste à eux, c'est de savoir identifier ce qu'ils ne savent pas faire et de s'entourer de personnes ayant les compétences qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas peur de la concurrence ou de la rivalité parce qu'ils sont dans une logique d'apprentissage permanent et aussi, peut-être ont-ils fait le deuil de tout savoir sur tout. Vous voyez l'idée ? En fait, cette démarche, à savoir reconnaître les avantages injustes de chacun et les mettre en commun, eh bien cette démarche ne peut exister que dans un climat de confiance et de sécurité. On peut dévoiler ses particularités si on sait que l'autre ne les jugera pas, ne se moquera pas ou ne les utilisera pas contre nous. Sinon, on retourne dans une idée de compétition. Mon avantage injuste est mon bouclier dans la guerre que je mène contre mes concurrents. Et si je pousse un peu la réflexion pour que cette coopération s'épanouisse, il faut un terreau démocratique. Parce que dans les environnements autoritaires verticaux, ce sont souvent des leaders narcissiques qui émergent. Et pour garder le pouvoir, ils s'entourent de profils dociles et effacés par lesquels ils ne se sentiront pas menacés. Cela leur permet d'assurer leur domination sans craindre de remise en question. Identifier son avantage injuste grâce à l'introspection. Alors voici quelques pistes de réflexion pour trouver votre avantage injuste et peut-être le mettre au service de quelque chose de plus grand que vous. Les miles, une première base pour faire le point. Vous l'avez compris, l'unfair advantage est un concept qui nous vient du monde anglo-saxon. Dans ce contexte, on utilise souvent l'acronyme MILES pour identifier ces ressources stratégiques. En français, ça donnerait plutôt LAILES. Voici à quoi ça correspond. A pour argent. L'argent offre une marge de manœuvre, il permet de tester, d'explorer, d'oser des projets. I pour intelligence. Intelligence cognitive, émotionnelle, créative. C'est aussi votre capacité à résoudre des problèmes et à vous adapter. L pour localisation. Votre implantation influence vos opportunités, votre accès aux ressources et aux réseaux locaux, même s'il est vrai qu'Internet a beaucoup facilité cet accès. E pour éducation. C'est tous les apprentissages, savoir formel ou informel que vous avez accumulé, ainsi que votre expertise, votre savoir-faire. S, le statut. C'est votre image sociale, vos diplômes, votre position dans un réseau ou une communauté. Tout cela ouvre ou ferme des portes. Les miles, c'est une bonne base pour se questionner. Mais on peut aller plus loin, parce que nos ressources profondes ne se limitent quand même pas à l'argent ou au diplôme. Introspection à ma façon. Je vous propose maintenant une autre approche un peu plus globale et peut-être un peu plus humaine. Et pour ça, j'ai préparé une fiche d'introspection complète que vous pouvez télécharger via le lien que je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Et pour trouver votre avantage injuste, je vous propose de prendre un moment au calme quand vous remplirez cette fiche. La première chose va être de réfléchir à votre histoire. Quels événements vous ont marqué ? Quels contextes vous ont façonné ?
Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a laissé une empreinte durable sur vous ? Votre héritage, vos premières expériences de vie ont sans doute influencé votre façon de voir le monde, d'entrer en lien et de réagir. Vous les considérez peut-être comme des boulets, ou comme des bienfaits, comme des atouts, peu importe. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit sans jugement. Si je reprends l'exemple d'Harry Potter, le fait d'avoir une prophétie telle que la sienne est à la fois un bienfait, car cela le propulse au devant de la scène et lui donne accès à des opportunités incroyables et extraordinaires, mais en même temps, c'est un sacré poids, hein. Il aurait très bien pu s'enfermer dans une croyance du type « je suis nul, je ne suis pas à la hauteur », et activer cette croyance de manière inconsciente façon prophétie autoréalisatrice, façon auto-sabotage, c'est-à-dire se mettre systématiquement dans des situations où il se prouve à lui-même qu'il est incapable de devenir ce magicien de qualité. Donc première étape, faire l'inventaire. Et ensuite, seulement ensuite, vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette caractéristique je la vis plutôt comme un boulet ou comme un levier, comme un bienfait ? La deuxième étape, c'est repérer ce qui est facile pour vous mais difficile pour les autres. Peut-être qu'enfant, vous aviez déjà des facilités, celle de vous lier aux autres, ou la capacité à inventer des histoires, ou celle d'organiser des jeux. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui cette facilité est toujours là, elle est toujours en vous. Est-ce que c'est vous qui organisez les vacances pour votre famille ou vos amis parce que vous avez ce don naturel pour planifier sans stresser ? Est-ce qu'on vient vous demander d'expliquer ou de synthétiser des choses parce que vous avez cette clarté d'esprit ? Souvent, l'avantage injuste se cache dans ce qu'on ne valorise plus parce que c'est évident pour nous. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi interroger votre entourage. Ces questions simples vous apporteront peut-être des réponses que vous n'attendiez pas. D'après toi, qu'est-ce que je fais bien sans m'en rendre compte ? Qu'est-ce que tu viens chercher chez moi que tu ne trouves pas ailleurs ? Ou encore, est-ce qu'il y a un moment où j'ai eu un impact positif pour toi, même minime ? Le regard des autres, s'il est bienveillant, peut être un miroir précieux pour révéler l'invisible. Autre terrain d'exploration, vos épreuves, vos fêlures. Certaines douleurs vous ont peut-être amené à développer une compétence, une solidité, une ressource particulière. Quelles blessures piquent encore et quelles sont celles qui vous donnent un goût de revanche et sont votre moteur ? Qu'est-ce que vous avez pu surmonter et qui serait devenu une compétence ? Et ces épreuves que vous avez traversées peuvent même devenir des zones de génie. Vous savez, ce genre d'activité qui vous donne de l'énergie et dans laquelle vous pouvez oublier la notion du temps. Alors pour vous, quelle est l'activité dans laquelle vous pouvez vous perdre pendant des heures parce que vous l'aimez tellement que vous ne voyez plus le temps passer ? Alors que cette même activité est un véritable pain-somme pour d'autres. Une fois que vous avez bien avancé sur vos questions personnelles, vous pourrez aller plus loin et vous demander quel type d'avantages injustes compléterait les vôtres. Quelles compétences, ressources pourraient démultiplier votre avantage injuste et comment vous pourriez le mettre au service d'un collectif, de votre équipe au travail ou de votre famille. En un mot, c'est comment créer plus grand que soi en partant de ce qu'on est. Je n'ai évidemment pas passé en revue ici toutes les questions de la fiche, alors prenez le temps de la télécharger, de la remplir à votre rythme, choisissez un moment calme, propice à l'introspection. Et souvenez-vous, ce que vous trouvez banal chez vous est sans doute votre plus grande force. Conclusion, repensez la réussite, mais ensemble. Voilà, on arrive au bout de cet épisode où on a complètement détourné un concept du monde du business pour en faire quelque chose de plus humain. Un tremplin vers plus de confiance, plus de collaboration et d'authenticité. Ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est cette idée que les concepts au fond, ce sont des lunettes qu'on peut changer selon ce qu'on veut voir. Il n'y a jamais qu'une seule façon de regarder les choses. Moi, ce qui me passionne vraiment dans cette approche, c'est quand on l'applique au travail d'équipe. Chacun apporte sa singularité au service du collectif, tout en s'appuyant sur ce que les autres ont de meilleur à offrir. Et dans les équipes pluridisciplinaires que je côtoie, j'ai vu à quel point cette vision collaborative peut transformer la dynamique de groupe et créer une vraie sécurité, une vraie solidarité. Finalement, ça vient solidifier et grandir une équipe.
J'espère que cet épisode a résonné en vous. D'ailleurs, j'adorerais connaître votre retour. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, ou directement sur le blog monintrospection.com. Racontez-moi quel est votre avantage injuste. Racontez-moi ce que vous avez trouvé. Et si cette prise de conscience a bousculé votre façon de voir les choses, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. En attendant, je vous souhaite un été ressourçant. Moi aussi, je vais prendre le temps de lever le pied, de digérer tout ça et de revenir avec de nouvelles idées à la rentrée. Je vous dis à très bientôt!